Alors à l'heure où l'on découvre les horreurs de la guerre aux portes de Kiev, qu'en est-il de cette cyberguerre annoncée comme sous-jacente au conflit terrestre? On fait le point avec Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez EZ France Afrique francophone. Bonjour. Bonjour. Alors comment expliquez-vous d'ailleurs cet état de fait? C'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas subi finalement de cyberguerre comme on pouvait le craindre depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors l'Europe n'a peut-être pas subi de cyberguerre, par contre dans le théâtre des opérations il y a et depuis longtemps des actions cyber qui sont menées sur le terrain de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une escalade des conflits cyber pendant ces plusieurs semaines? Ces 4 semaines, c'est plus que 4 semaines aujourd'hui. Alors nous on observe le territoire ukrainien sous l'angle cyber depuis un certain temps. Depuis à peu près 2013, on a commencé à repérer les premières actions qui sont des actions menées par des groupes d'attaquants hautement sophistiqués. Je pense par exemple à Sandworm. Sandworm est un groupe qui mène des actions sur des cibles de très haut potentiel, visant principalement l'espionnage ou la déstabilisation. Et on l'a vu avec 2 attaques sur des centrales de production d'électricité qui ont privé d'électricité un grand nombre d'habitants en Ukraine par 2 fois. Donc ça, c'était 2013-2014. Ouais. Mais là, on n'a pas assisté à ce qu'on nous annonçait de pire, finalement, des menaces de blackout, de coupure totale d'électricité ou même d'Internet. On n'a pas assisté à ça aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas assisté à cela. On a assisté à des attaques par déni de service qui ont essayé de rendre indisponible un certain nombre de ressources. Et puis, avant l'invasion terrestre, on a repéré, en particulier nous, chez EZ, des attaques qui avaient pour objectif de rendre complètement indisponibles des machines dans des cibles de haute importance, on va dire. Plus précisément ? Plus précisément, généralement, ce sont des entités gouvernementales, des médias. Ukrainiens, russes, tout à fait, sur le sol ukrainien. On a une bonne, ce qu'on appelle télémétrie, c'est-à-dire que nos clients utilisent nos solutions et ça nous permet de remonter des informations dans nos laboratoires. Et grâce à ça, plus d'autres sources, eh bien, on va analyser quelles sont les menaces en cours qui s'opèrent sur le territoire. Et donc ça, cette découverte, elle arrive à la veille du démarrage du conflit terrestre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis, on a aussi parlé de menaces très sévères sur les câbles sous-marins qui pourraient couper l'Internet des Européens. Alors déjà, on va essayer de préciser, est-ce que cette menace, elle est crédible, mais aussi, est-ce que les câbles sous-marins sont l'infrastructure la plus sensible aujourd'hui pour la connexion ? Alors, les câbles sous-marins sont forcément une connexion sensible, parce que via ces câbles transitent un très grand nombre de données. Par contre, la structure même d'Internet fait qu'on a un maillage. Alors bien entendu, on a un maillage dans différents points, que ce soit des points terrestres, mais on a également un maillage grâce aux satellites. Donc si un câble vient à être sectionné, par exemple, par erreur, eh bien le transfert le débit va diminuer, mais on aura quand même la possibilité de continuer à communiquer. Il y a une résilience en fait qui heureusement est prévue. Est-ce que comme on n'a pas vu cette guerre terrestre couplée d'une cyberguerre totale, en tout cas telle qu'on pouvait la craindre, est-ce que ça veut dire que c'est compliqué de mener 2 conflits à la fois de cette envergure ? C'est l'analyse qu'on peut faire. C'est certainement compliqué de mener ces attaques-là. Une cyberguerre, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et puis ça nécessite aussi d'aller attaquer des points très spécifiques. On a vu donc tout au long des années où on a analysé notamment Sandworm, ce sont des attaques qui sont très pointues, très difficiles à mettre en œuvre, qui prennent énormément de temps et il y a de fortes chances pour que entre une situation de paix et une situation de guerre, il y ait des organisations différentes, peut-être un petit peu plus structurées, fermées, qui limitent l'accès aux infrastructures par les cybercriminels. Ça veut dire que peut-être les deux pourraient être décorrélés, qu'on pourrait voir arriver une cyberguerre après le terrain physique. Alors, à aucun moment, de toute façon, l'informatique va s'arrêter. Donc, les groupes qui ont opéré avant la guerre physique, il y a quand même de fortes chances pour qu'ils continuent d'opérer par la suite. Par contre, on a vu des débordements, notamment par des groupes qui ont, eux, cherché à monétiser cette situation. Finalement, comme on l'a vu avec
avec la pandémie de coronavirus et notamment des faux appels aux dons, des emails d'hameçonnage destinés alors, soit aux particuliers, soit aux entreprises. Donc finalement, il n'y a pas à proprement parler de cyberguerre étendue, je dirais, d'un État vers d'autres contrées européennes, mais il y a bien des professionnels de l'arnaque cyber qui ont finalement transformé le mot Covid en Ukraine. En fait, ils tirent parti de l'actualité. Ça, c'est un des réflexes, on va dire, dans le monde du cybercrime. Hein, c'est d'utiliser l'actualité pour... L'opportunisme. De l'opportunisme. Alors, la guerre, on l'a peut-être plutôt vue, d'ailleurs, comme une guerre d'influence. Alors, l'influence est une très très grande part de cette guerre et de notre monde numérique. Hein. Les élections arrivent, l'influence est là. On sait qu'il y a énormément de vidéos ou de désinformations qui sont partagées via les réseaux sociaux et chaque camp essaye de faire valoir ses arguments au sein de... Est-ce que c'est quelque chose que vous, experts en cybersécurité, vous surveillez? Vous aviez peut-être aussi... présagé, avant que ça n'arrive, que cette guerre allait davantage prendre la forme d'une guerre sur l'information et la désinformation? Alors c'est assez difficile à dire parce que cela dépend des motivations de chacun. On a vu également des groupes d'activistes qui sont rentrés également dans la course à l'information ou à la désinformation. C'est assez difficile à dire pour nous qui avons vraiment une vue sur les moyens, les tactiques et les techniques des groupes cybercriminels, notamment ceux qui sont capables de mener des opérations d'envergure. Et ce ne sont pas forcément ceux-là qui vont participer à une désinformation de masse. Est-ce qu'il y a des grands enseignements que vous tirez entre les experts de la cybersécurité, hein, vous chez EZ, mais aussi avec vos pairs? Est-ce qu'il y a des grands enseignements que vous pouvez tirer sur cette guerre cyber qui s'est passée entre la Russie et l'Ukraine jusqu'ici? Le premier, c'est qu'il y a quand même une belle entraide qui s'est créée. À titre d'exemple, nous, on a partagé énormément d'informations. Donc, ce que l'on trouvait, on le partageait pour aider la communauté. C'est vrai qu'on a fait ça à la fois pour protéger sur le territoire ukrainien, mais également pour protéger toutes les entreprises qui auraient pu, par effet de bord, avoir les menaces que l'on trouvait sur le sol ukrainien. Fort heureusement, ça s'est pas trop diffusé, mais on sent quand même que la communauté cyber a été très motivée pour faire face à cette... Et cette entraide, elle existe toujours, toute l'année depuis toujours, ou est-ce qu'elle a été vraiment accentuée? Je pense qu'elle a été assez notoirement accentuée pour faire face au conflit. Et aujourd'hui, pour les entreprises, les particuliers, est-ce qu'il y a des risques particuliers? Alors, le risque existe toujours, il est forcément accentué par cette situation. On se souvient également de NotPetya qui, a priori, était une menace qui visait uniquement le sol ukrainien, mais qui, par ses mécanismes de propagation, a été diffusée dans le monde entier. Donc, sans être alarmiste, et il faut rester conscient de la menace et refaire un tour, en profiter pour refaire un tour. Si on est particulier, je le disais tout à l'heure, les cybercriminels, eux, vont profiter pour pouvoir nous soutirer de l'argent ou des données. Et si on est une entreprise, eh bien, renforcer ces mécanismes, en profiter pour faire de la sensibilisation de ses utilisateurs et revoir également ses politiques de sécurité. Allez, dernière question. On aurait été peut-être trop alarmiste par rapport au pendant cyber de cette guerre? Trop alarmiste, je ne sais pas. Prudent, oui, ça c'est évident. Dans notre métier, on est toujours un petit peu paranoïaque. Donc, effectivement, quand il y a des événements, on est toujours prudent et il vaut mieux finalement renforcer ses sécurités, prendre une posture de défense, d'observation, plutôt que de se retrouver dans une situation comme NotPetya où on ne peut plus faire nos courses, où les stations-service, par exemple, se retrouvent fermées. Donc, on a effectivement une mesure de précaution qui est très forte. Merci beaucoup, Benoît.